Donc aujourd'hui on va voir une map donc approfondie parce qu'on a fait que survoler l'outil, je vous l'ai montré quelques fois, mais là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et voir comment fonctionne l'outil en profondeur. Donc je vais vous faire une petite intro quand même, histoire de savoir un petit peu ce qu'on parle, mais vous devriez savoir que Nmap c'est un scanner de port et ça va venir analyser les communications, permettre l'énumération en fait d'une machine. Donc en matière de piratage informatique, la connaissance est le pouvoir. Savoir c'est le pouvoir, je vous le répète toujours. Plus vous avez de connaissances sur un système ou un réseau cible, plus vous disposez d'options. Il est donc impératif qu'un dénombrement correct soit effectué avant toute tentative d'exploitation. Supposons que nous avons une adresse IP ou plusieurs adresses IP pour effectuer un audit de sécurité. Et avant de faire quoi que ce soit, nous devons avoir une idée du paysage, le landscape, comme on dit, que nous attaquons, la surface d'attaque. Cela signifie que nous devons déterminer quel service fonctionne sur les cibles. Par exemple, l'un d'eux exécute peut-être un site web, un autre agit en tant que contrôleur de domaine Windows, Active Directory. Donc, la première étape, c'est tout le temps l'établissement de cette carte. On va mapper le réseau, mapper le paysage. Et c'est ce qu'on appelle donc du balayage de port. Lorsqu'un ordinateur exécute un service réseau, il ouvre une structure de réseau appelée port pour établir et recevoir une connexion. Les ports sont nécessaires pour effectuer plusieurs requêtes réseau ou pour avoir plusieurs services disponibles. Par exemple, lorsque vous chargez plusieurs pages web dans un navigateur web, le programme doit avoir un moyen de déterminer quel onglet charge quelle page web. Cela se fait en établissant des connexions au serveur web distant et en utilisant différents ports sur notre machine locale. De même, si vous voulez qu'un serveur puisse exécuter plus qu'un service, par exemple vous voulez peut-être que votre serveur web exécute des versions HTTP et HTTPS du site, vous avez besoin d'un moyen de diriger le trafic vers le service approprié. Encore une fois, les ports sont la solution à tout ça. Les connexions réseau sont établies entre deux ports, un port ouvert, écoutant sur le serveur, et un port sélectionné au hasard sur votre propre ordinateur. Par exemple, lorsque vous vous connectez à une page web, votre ordinateur peut ouvrir le port 49534 pour se connecter au port 443 du serveur. Donc là, c'est ce qu'on voit exactement. 3 sites différents, 3 noms de domaine, tous en HTTPS. Donc, le serveur, lui, il est joignable sur le port 443. Par contre, la connexion va être établie sur des ports aléatoires de ma machine. Pour TryAcme, ça va être le port 62.534. Pour Murland d'Oracle, c'est 42.967. Et pour Google, quand je fais des requêtes, ça sera le 47.523. Donc ça, c'est une version schématisée, naturellement, du fonctionnement d'un navigateur web. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Concrètement, si on regarde l'exemple d'avant, précédent, le diagramme montre que ce qui se passe lorsque vous vous connectez à de nombreux sites. Comme je vous ai dit, il y a 3 sites. Donc l'ordinateur ouvre un port différent, un autre port, ce qu'on appelle un port élevé au hasard, qu'il utilise pour toutes ses communications avec le serveur distant. Chaque ordinateur a un total de 65 535 ports disponibles. Cependant, bon nombre d'entre eux sont enregistrés comme ports standards. Par exemple, un service HTTP est presque toujours trouvé sur le port 80, un web service HTTPS sur le 443. Windows NetBIOS peut être trouvé sur le port 139. SMB Share Samba peut être trouvé sur le port 445. Il est important de noter, cependant, en particulier dans un cadre d'un capture de flag, il n'est pas rare que même ces ports standards soient modifiés, ce qui rend encore plus impératif d'effectuer une énumération appropriée sur la cible. Si nous ne savons pas lequel de ces ports un serveur a ouvert, alors nous n'avons aucun espoir d'attaquer avec succès la cible. Il est donc crucial que nous commencions toute attaque par un scan de port. Cela peut être accompli de diverses façons, généralement en utilisant un outil appelé Nmap, qui est le centre d'intérêt de cette salle. Nmap
peut être utilisé en effet pour effectuer de nombreux types de différents scans de port. Le plus courant d'entre eux, on le verra, et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus techniques. On va voir le fonctionnement intrinsèque de Nmap et on verra que qu'est-ce qu'il fait. Il se connecte tour à tour à chaque port de la cible et selon la façon dans laquelle le port répond, le port distant, du serveur distant, il peut être déterminé comme étant ouvert, fermé ou filtré. Donc s'il est filtré, c'est généralement le pare-feu qui bloque la détection. Une fois que nous savons quel port est ouvert, nous pouvons ensuite chercher à énumérer les services exécutés sur chaque port, soit manuellement, soit plus carrément en utilisant Nmap. Donc Nmap va permettre d'automatiser la détection des ports, scan de ports. Alors pourquoi Nmap? Je vous parle tout le temps de Nmap, parce que c'est actuellement la norme de l'industrie, pour une raison. Aucun autre outil d'analyse de port ne parvient à égaler ses fonctionnalités, bien que certains nouveaux arrivants arrivent à le battre en termes de vitesse. Donc on a Zenmap, on a Faster Than Light, FTL, donc on a d'autres outils qui permettent de scanner beaucoup plus vite, mais essentiellement on s'en servira quand on doit scanner une bonne partie d'un réseau, ou si vraiment on est fou. Je vous rappelle que c'est interdit, mais on peut par exemple scanner l'internet entier, toutes les machines sur Terre. Donc il y aura des milliards de machines. Avec Nmap, c'est là qu'il va montrer ses limites. On va mettre des mois à scanner l'internet, alors qu'avec FTL ou Zenmap, on va pouvoir faire ça en quelques jours, voire quelques heures. Donc c'est un outil extrêmement puissant, rendu encore plus puissant par son moteur de script. Donc comme je vous ai dit, on peut également utiliser des scripts pour rechercher des vulnérabilités, et dans un certain cas même, on peut effectuer un exploit directement. Il détecte une faille, bim, il va lancer le payload, il va essayer de pirater la machine. Encore une fois, ce sera plus dans les tâches à venir. Là, on va voir le fonctionnement intrinsèque, les bases en fait de Nmap, parce que chaque outil peut avoir une utilisation simpliste, mais après, quand on rentre dans les détails, on va voir que Nmap est extrêmement profond. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que l'analyse de port, pourquoi c'est nécessaire, et pourquoi Nmap est un outil de choix pour tout type d'énumération initiale. Donc on va répondre à quelques petites questions. Alors, donc, au niveau du réseau, qu'est-ce qui est utilisé pour rerouter ou diriger le trafic vers la bonne application d'un serveur? On utilise quoi? On utilise des ports réseau. Alors, port singulier ou pluriel, je sais pas encore. Non. Okay. Ok. Ensuite, combien on a de ports sur une machine? On a vu 65 535. Ça, il va falloir apprendre par cœur. Donc, combien de ports sont well-known? On scanne généralement les 1000 premiers. Mais comme les octets, on parle, c'est les 1024 premiers. Mais très souvent, on scanne les 1000 premiers. Mais les 1000 premiers, c'est ce qu'on appelle les ports standards. Et ceux-là, il ne faudra pas les apprendre par cœur. Mais essentiellement, 98% du temps, c'est les 1000 premiers qui sont utilisés. Les 1024 premiers. Après, c'est des ports custom. Et la fin de la plage, de 40 000 à 65 000, généralement, c'est utilisé par votre navigateur, par votre ordinateur, pour se connecter de façon aléatoire. Donc différencier les ports qui sont en écoute sur votre ordinateur et les connexions établies distantes. Il y a deux choses. Donc on va voir les switches, essayer de comprendre un petit peu tous les paramètres qu'on peut utiliser avec Nmap. Et il y en a un paquet, mais il y en a quelques-uns, on va dire, qui sont plutôt courants. Donc Nmap.
Très utilisé, comme la plupart des outils de pen testing, il est exécuté dans le terminal. Il existe des versions disponibles pour Windows et Linux. Donc là, on va utiliser la version Linux naturellement et on va voir les flags, les commutateurs. Donc Nmap est installé par défaut dans Kali Linux, ok, et il est accessible en lançant la commande Nmap. Donc souvent, il faut faire un sudo, donc faire une élévation de privilège pour pouvoir le lancer. Donc on va avoir les arguments de commande qui indiquent, comme d'habitude, à un programme de faire des choses différentes. Donc tout ce que vous aurez besoin est dans le menu d'aide. Ayez ce réflexe quand vous ne savez pas, eh ben, vous allez faire un petit nmap-h. Et en effet, je vais faire mon nmap-h. Et là, j'ai toutes mes commandes. Tranquille. Sinon, rien ne vous empêche, comme je vous dis, de faire un man nmap. Et là, j'ai le manuel. Et vous allez voir, en plus, il est en français. Ça, c'est vraiment plutôt cool. Et on a énormément d'explications. Donc, comme je vous ai dit, c'est un outil très complexe. La 3/4 du temps, les gens utilisent 2, 3, 4 fonctions du logiciel. Mais on va essayer de le comprendre plus en profondeur. On va commencer simple. Mais vous voyez que vous avez des pages à lire. Hein. Franchement, n'hésitez pas. Au moins, vous comprendrez ce que vous ferez. Donc voilà, avec des ressources aussi. Et on peut, pareil, utiliser d'autres logiciels qui vont venir se greffer à Nmap, de nouveaux scripts, mais ça on verra plus tard. Qu'est-ce qu'il nous dit sur l'antiterrorisme? Ouais, ça c'est pour les États-Unis. Donc voilà, les deux choses à savoir, c'est le help et le man. N'oubliez pas. Donc pour chaque réponse, on va voir un petit peu. Oui, bien sûr, pour mettre un paramètre, il faut utiliser le tiret. Mais ça, c'est la plupart des programmes, c'est comme ça. Dès qu'on met un flag, un commutateur, un tiret, un switch, appelez ça, ça a plein de noms différents, mais vous savez que c'est en paramètre. On met tout le temps le nom du programme et ensuite le paramètre qu'on veut. Donc, on va répondre aux questions et on va voir un petit peu ce qui nous pose comme question. Donc il nous demande comment on fait un scene scan. Donc scene scan, on se rappelle, si vous avez fait le TCP, la première connexion du Free Away and Check en TCP, c'est on envoie un SYN. On attend le SYNAC pour renvoyer un SYN et la connexion est établie. Donc là, notre premier SYN, ça va permettre de demander au serveur s'il veut bien établir une connexion. S'il nous répond un SYNAC, on sait qu'il existe, qu'il est présent sur le réseau. S'il répond rien, soit il n'est pas là, soit il interdit, il drop les communications sur le SYN-SCAN. Donc, comment on peut faire ça? On va voir tout simplement. Hop. Mon SYN-SCAN, comment je peux le faire? Je vais me mettre en plein écran. Voilà, on va zoomer un peu. Voilà. Le SYN-SCAN, c'est SS. Je vais faire un TCP SYN-SCAN acknowledge. Donc c'est celui-là. Donc il y en a plusieurs. Très souvent, on utilise SS. On verra en détail. Mais c'est tellement complexe que aujourd'hui, je ne vais faire que survoler. Et on verra après toutes les différences. Mais retenez que c'est SS. SS, c'est tout le temps un SYN-SCAN en TCP. Parce qu'on parle de TCP IP ici, aujourd'hui. Donc, et faites bien la différence. Le premier S est en minuscule, le second est en majuscule. Si vous ne mettez pas ça, il va y avoir un problème de casse. Il va vous dire, moi, ça marche pas. Donc, ensuite, comment on peut passer à un scan, cette fois-ci en UDP. Donc, vous vous rappelez, on a du TCP et on a de l'UDP. L'un utilise des segments, l'autre utilise des datagrammes. Donc là, on va faire un scan en UDP. Et ça, c'est... Il est où mon petit SU? Il est là. Donc SU, majuscule, on fait un scan UDP.
Donc ensuite, détecter le système d'exploitation sur la cible. Celui-là, on l'utilise souvent. C'est "-O". Ça va nous donner le système d'exploitation. Ensuite, Nmap nous dit qu'il y a un paramètre qui permet de détecter la version des services qui tournent sur la cible. Ça, je le fais très souvent. C'est pareil, c'est comme SS, c'est à retenir parce qu'on l'utilise énormément. Bah, c'est SV. Ok. Donc, quelle est la sortie par défaut fournie par Nmap qui ne fournit pas assez d'informations en fait pour un pen tester, et comment on peut justement avoir plus d'informations, qui soient plus verbeux. Bah, plus verbeux, très souvent dans tous les programmes, c'est "-v", et là on aura beaucoup plus de détails. Donc il y a deux types. Il y a un premier type, ça c'est de verbosité, donc ça c'est "-v", et il y en a un second. Comment on peut encore plus détailler les opérations et les afficher à l'écran? Eh ben, on va chercher, mais je crois que c'est "-v" de mémoire. 2 fois "v". On va remettre en pratique les commandes que je vous disais. On va faire un Nmap h grep "-v". Voilà, en effet. Donc c'est bien ça. 2 niveaux verbeux pour que ça soit plus détaillé, qui vous explique encore plus, ça sera "-v". Donc 1V, premier niveau de détail, 2V, deuxième niveau de détail. Donc eux nous disent qu'on ferait, prenez l'habitude d'utiliser tout le temps le "-v". Même moi je pense pas à le faire. Ça vous donnera beaucoup plus d'informations. Et à la limite, on devrait l'utiliser tout le temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous scannez un réseau, vous faites du bruit. En fonction des méthodes que vous utilisez, vous allez alerter plus ou moins la cible. Si elle a des systèmes de détection, elle a ce qu'on appelle des HDS, des IDS, en fait, eh ben, il faut essayer de faire un scan et l'enregistrer. Donc forcément, si on fait plusieurs pings sur la machine, ça va alerter le client, ça va alerter notre cible. Et quand on fait du pen testing, il faut tout le temps écrire des rapports pour le client de toutes les étapes en fait qu'on a faites. Et c'est vachement intéressant de pouvoir sauvegarder les résultats dans Nmap. Donc il y a 3 formats différents qu'on peut utiliser. Et on va voir, je crois que c'est... Ok, donc c'est quoi? Output scan in normal. Bah je sais pas, ON. Ok. D'accord, donc ON, format normal, OX, format XML, OS, format script kiddie, celui-là j'ai jamais utilisé, et pour pouvoir faire un grep dessus, format grepable, ça sera OG, plus le nom du fichier. Ok, donc ça c'est d'accord, et donc là on a dit que c'était OG. OG. Donc de temps en temps les résultats sont pas suffisants. Comment on peut activer le mode agressif qui va permettre d'activer la détection des services, le système d'exploitation, faire un traceroute et utiliser les scripts les plus courants au niveau du scanning. Alors, celui qui balance tout, la sauce, je crois que c'est le "-A". Lui, il te fait la totale. All. Ouais, c'est ça. "-A, retenez, c'est tout. Tout, c'est le mode agressif. Alors là, vous êtes, mais pas du tout furtif. Vous êtes agressif. Vous allez vous faire repérer pour sûr. Mais ça permet de faire tout ça d'un coup. Ça peut être utile. Ensuite, Nmap
permet des niveaux de timing au niveau du template. Donc ça peut être permettre d'accroître en fait la vitesse à laquelle le scan s'effectue. Attention, parce que plus vous serez rapide, plus vous créerez du bruit au niveau du réseau. Et ça peut entraîner aussi des erreurs. Donc comment on passe en niveau 5 pour accélérer forcément la détection, mais par contre vous allez faire extrêmement de bruit. Et le bruit sur le réseau, ça veut dire que les sondes qui scannent à la recherche justement de trafic réseau bizarre, là c'est sûr que ça va faire ce qu'on appelle le sapin de Noël. Ça va allumer des alertes sur le client. Enfin chez le client, pardon. Ok, donc comment on peut choisir un port précis, lui demander par exemple de scanner que le port 80. C'est l'argument P comme port, et ensuite on met le nom du port. Ensuite, on va faire un range, je pense que c'est P, 1000, et après la séparation, je sais plus, je sais plus si c'est ça ou pas. Ouais. Donc là, on a fait un intervalle, on lui demande de scanner du port 1000 au port 1500. Si on doit scanner qu'un port, on fait "-P". Si on doit scanner tous les ports, là, on fait "-P", "". Très utile. Ok. Faites bien la différence entre "-P", et là le programme attend un port précis ou un intervalle de ports, et "-P", où là il va scanner tous les ports. Et il y en aura 65 535. Vous pouvez mettre plusieurs 20 minutes, une demi-heure, parfois 1 heure sur la machine. Donc ça prendra énormément de temps. Attention à ça. Mais bon, ça peut être utile dans certains cas. Et comment on active un script en fait, comment on peut faire un appel vers la librairie de script, et on verra un petit peu plus en détail plus tard. Et là c'est pareil, on fait 2 tirets, et je vous dis toujours, quand il y a 2 tirets, on attend un nom complet. Et ça sera script. Je crois que c'est au singulier. Ouais, c'est ça. Et comment on active donc tous les scripts si vraiment vous voulez attaquer la machine. Ah non, pardon. Comment activer tous les scripts dans la catégorie vulnérabilité. Donc ça va détecter les vulnérabilités. Autant pour moi, c'est script. Et on demande la catégorie. Là, notre catégorie, c'est vuln, comme vulnérabilité. Autant pour moi. Donc vous voyez, quand vous avez un doute, n'hésitez pas à aller rechercher dans le manuel, c'est fait pour ça. Donc maintenant, on va voir les différents types de scans. Alors, quand on scanne sur Nmap, il y a les TCP scan avec le ST. On a les connexions SYN à moitié ouvertes, les SS. Et c'est là, en fait, on n'attend pas d'établir la connexion avec le serveur. On lui fait semblant de croire qu'on veut se connecter, et lui va nous renvoyer le SYNAC. Et on ne lui renvoie pas la dernière connexion SYN pour établir la connexion. C'est juste pour savoir s'il répond, et là, si le port est ouvert. Ça permet de le détecter. Et donc, c'est ce qu'on appelle une attaque à demi ouverte. Pourquoi ? Parce que on envoie une requête, il nous renvoie la réponse, et au lieu de renvoyer la 3e requête pour établir la connexion, comme en TCP/IP, en SYN, on le laisse choix, on drop la requête. Comme ça, ça nous permet de savoir qui répond, et lui, il ne sait pas qui on est, puisque c'est à la fin, à la 3e poignée de main, qu'on établit la connexion et qui récupère toutes les métadonnées au niveau du réseau. Donc ça peut être utile. Si on veut faire du EDP, c'est du "-SU". Et ensuite, il y a des scans de port qui sont beaucoup moins communs. Donc on a du null scan. Donc ça, on verra plus tard en détail quelles sont les différentes utilisations de ces scans. Mais il y a du TCP null scan, il y a du fin scan, et il y a du Christmas scan. Donc,
Comme je vous disais, la plupart de ceux-ci, à l'exception des analyses UDP, sont utilisés à des fins très similaires. Cependant, leur fonctionnement diffère entre chaque analyse. Cela signifie que même si l'une des trois premières analyses est susceptible d'être votre choix, dans la plupart des situations, il convient de garder à l'esprit qu'il existe d'autres types de scans. Comme je vous disais, en termes de scan du réseau, nous allons également examiner brièvement le scan ICMP. Donc ICMP, Echo Request. Dès que vous voyez ICMP, ça veut dire en fait, on va pinguer. Donc, on va voir les TCP Connect Scan. Donc là, c'est avec le premier qu'on a vu. TCP Connect Scan, c'est le premier type de scan. Et on va essayer de comprendre grosso modo, comment ça fonctionne. Donc, comment ça fonctionne le scan TCP? Donc, pour comprendre les scans TCP, il est important que vous soyez à l'aise en fait avec la poignée de main. Je vous dis toujours, on parle de handshake. Et là, on parle de three-way handshake. Une poignée de main à 3 étapes. TCP. On les a là. SYN, SYNAC, ACK. Un peu comme le TCP/IP. On a vu ça dans le dernier cours. Si ce terme est nouveau pour vous, il est conseillé de terminer la mise en réseau introduction. Comme je vous disais, allez voir ma vidéo et revenez pour terminer cette vidéo. Sinon, vous n'allez rien piéger. En bref, la poignée de main à 3 étapes se compose en 3 parties. 3 étapes, 3 parties, three-way handshake. C'est pareil. Tout d'abord, le terminal de connexion, donc c'est-à-dire notre machine attaquante, dans ce cas, envoie une requête TCP au serveur cible avec l'indicateur SYN. SYN comme synchronized. Ensuite, le serveur accuse ensuite réception de ce paquet avec une autre réponse TCP contenant l'indicateur SYN, synchronized, avec l'indicateur ACK, acknowledge. SYN, SYNAC. Ça revient vers notre machine. Enfin, notre terminal termine la négociation en envoyant une requête TCP, toujours, c'est du TCP, avec un drapeau ACK défini. Et là, ce sont les 3 étapes. Ça sera toujours comme ça dans une connexion TCP pour établir une connexion entre un client, votre machine, le hacker et le serveur distant. Donc, si on regarde un petit peu Nmap, on voit en effet qu'on sniffe le réseau. On voit tout à fait, donc ça, c'est le nombre des paquets, paquet 21, paquet 22, paquet 23, le temps de réponse que ça a pris pour faire ces 3 requêtes en 3 étapes. On voit qu'il y a 3 lignes. Là, j'ai le PC du hacker, 192.168.1.42. Il attaque, ou il essaye de se connecter à une machine qui s'appelle 192.168.1.141 TCP, longueur de bit 74 bytes, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que c'est un SYN sur le port 80. Et là, je vous laisse les détails, je n'ai pas envie de vous perdre. Qu'est-ce que fait le serveur sur le port HTTP? Eh bien, il répond. Réponse du serveur. Première étape, SYN. Réponse SYNAC. 141, cette fois-ci, répond à 142. TCP toujours. Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, moi, je t'envoie la requête SYNAC. On voit qu'elle est sniffée au niveau du réseau. Donc là, on a quoi? On avait la machine du pirate en 142 sur le port 60516 de son navigateur web qui communique sur le port HTTP 80 qui demande une requête SYN. Là, on inverse les rôles. Le port 80 du serveur en 142 répond au port 60516 de la machine du pirate en 142, pardon. Le port 80, c'est sur le 141, adresse IP. Donc le 141, c'est le serveur, le client, c'est le 142. Et enfin, troisième étape, le 142, la machine du pirate, le navigateur, répond au serveur distant en 141, toujours protocole TCP, et on voit bien que c'est toujours son port 65516 de son navigateur web qui répond au port 80 et qui fait la dernière étape, le hack, la knowledge. Et là, la connexion est établie. Donc c'est pour ça qu'on parle tout le temps de three-way handshake, connexion en 3 étapes, ou connexion poignée de main en 3 étapes, pardon. Donc tout le temps, c'est ce que fait votre navigateur à longueur de journée.
Quand vous vous baladez sur Internet, c'est ce que fait l'ordinateur. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous vous connectez à un serveur, c'est ce que fait l'ordinateur. Quand vous vous connectez à un serveur FTP ou vous téléchargez un fichier sur Internet, eh ben, c'est ce que fait l'ordinateur. Peu importe le protocole. Et voilà. Enfin, il faut que ça soit du TCP. Mais après, je veux dire, il y a d'autres sous-protocoles réseau. Vous pouvez utiliser du BitTorrent, vous pouvez utiliser du peer-to-peer, point à point, end-to-end, P2P. Vous pouvez utiliser du TCP. Enfin, voilà, ça peut être votre navigateur, ça peut être n'importe quel autre client qui tourne sur votre machine. Et il va aller se connecter à un serveur tout le temps avec ce type de connexion. Donc, on continue. Donc, comme son nom l'indique, l'analyse TCP Connect fonctionne en effectuant à tour de rôle la négociation à 3 étapes sur chaque port de la cible. En d'autres termes, Nmap essaie de se connecter à chaque port TCP spécifié et détermine si le service est ouvert par la réponse en fait qu'il reçoit. Par exemple, donc il y a des RFC, ce sont des règles de standardisation sur Internet en fait, faites par des organismes de certification. Et donc, il y a une RFC qu'il faut connaître, c'est la 793, qui dit que si la connexion n'existe pas, eh ben, elle est fermée. Alors, une réinitialisation est envoyée en réponse à tout segment. On parle de segment, je vous rappelle, parce que là, on n'est pas en UDP, on est en TCP. Donc, en UDP, on parle de datagramme. En TCP, on parle de segment. Donc, alors, une réinitialisation est envoyée en réponse à tout segment entrant, sauf une autre réinitialisation. En particulier, les SYN adressés à une connexion inexistante sont rejetés par ce moyen. En d'autres termes, si Nmap envoie une demande de TCP avec l'indicateur SYN défini sur un port fermé, le serveur cible répondra par un paquet TCP avec l'indicateur reset. Et ça, c'est un indicateur, c'est RST, comme les lettres. Par cette réponse, Nmap peut établir que le port est fermé. Donc c'est comme ça en fait qu'il vous dit, ah là le port il est fermé, closed, il est filtré, filtered, F-I-L-T-E-R-E-D, ou il est open, ouvert. Il n'y a que 3 états d'un port. Soit il est ouvert, dans ce cas-là le pare-feu le laisse ouvert, ou il y a un service qui tourne dessus. Il est fermé parce que le pare-feu a fermé le port. L'administrateur système n'utilise pas ce port sur la machine, ou il est filtré. Ça veut dire qu'il peut être ouvert ou il peut être fermé. Et le pare-feu nous empêche, il fait de l'offuscation, il camoufle l'état du port sur Internet et on ne sait pas s'il est ouvert ou s'il est fermé. Mais s'il est filtré, ça peut être les deux états en même temps. Soit il est ouvert, soit il est fermé. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est fermé. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est ouvert. Voilà où je veux en venir. Donc on voit maintenant comment en fait on utilise les flags, ce qu'on appelle des flags, des SYN flags sur un port qui est fermé. Là on voit qu'il y a toujours notre client, toujours notre cible, mais cette fois-ci, eh ben, l'indicateur SYN défini sur un port fermé, en fait, le serveur cible répondra par un paquet TCP, comme je vous ai dit, en reset, RST, qui est défini. Donc c'est comme ça qu'on sait que eh ben, le port est fermé. Le client envoie un SYN, la cible nous dit 1-1, pas bon, RST. Et là, Nmap il dit 1-1, ce port-là, là, j'ai envoyé une première requête SYN, il m'a répondu par une RST. C'est grâce au SYN flag que je sais que le port est fermé. Pardon. Donc cependant, si la demande est envoyée à un port ouvert, alors là, à l'inverse, la cible répondra avec un TCP avec les indicateurs SYN ACK. Donc au lieu d'envoyer un RST, eh ben, il va envoyer un SYN ACK. Et là, Nmap, eh ben, il sait que le port est ouvert. Et termine la négociation en renvoyant un paquet TCP acknowledge. Donc, deux possibilités, fermé ou filtré. Dans ce cas-là, on a un SYN RST, ou ça fonctionne. Dans ce cas-là, SYN, SYNACK, ACK, ouvert. Donc ça, c'est vraiment les bases, mais il va falloir comprendre, parce que sinon on ne pourra pas aller plus loin. Mais voilà, grosso modo, comment ça marche. Donc tout ça, c'est bien beau, mais il existe troisième possibilité. Je vous ai dit,
donc si il y a un pare-feu. Donc le pare-feu, ça offusque le port et on ne sait pas ce qu'il y a derrière, puisqu'il est caché derrière un pare-feu. Donc de nombreux pare-feux en fait sont configurés pour supprimer simplement les paquets entrants. Nmap envoie un TCP SYN et ne reçoit rien en retour. Donc là je suis désolé, je vous ai dit que là c'était dans le cas aussi d'infiltré. Non, c'est pas le cas. En fait, dans le cas d'infiltré, il y a le SYN et la target, elle drop. Et il n'y aura pas de RST et il n'y aura pas de SYNAC. Donc, cela indique que le port est protégé par un pare-feu et que le port est donc considéré comme filtré. Cela dit, il est très facile de configurer un pare-feu pour qu'il réponde à un paquet TCP RST. Par exemple, dans iptable, qui permet de gérer tout le pare-feu, mais on peut utiliser aussi UFW ou GUFW. Je vous montrerai, c'est beaucoup plus simple que iptable. Et donc, on a une commande qui permettrait en fait de feinter. Et c'est ça. Donc là, on lui dit iptable, tu me prends tout ce qui est en entrée, input, tout sur le port TCP. Le port, tu mets ce que tu veux, le port. Donc ça, c'est au l'administrateur système de choisir. Et qu'est-ce que tu vas faire comme action? Tu rejettes. Tu rejettes tout ce qui est en TCP qui arrive sur mon serveur, sur le pare-feu en TCP, en entrée. Tu le rejettes. Et tu le rejettes avec quoi? Tu fais un TCP reset. Mais, donc ça rend extrêmement difficile, mais pas impossible, d'avoir une vue d'ensemble sur la cible. Parce qu'en fait, on va pouvoir aussi contourner ça. Vous savez qu'en informatique, c'est tout le temps mesure contre mesure. Donc, on a dit quel est le RFC qui nous permet d'en savoir un peu plus en termes de connexion. À lire, c'est la 793. Ça définit les bases d'une communication en TCP SYN. Et donc, si un port est fermé, quel flag nous renvoie pour indiquer ça? C'est un flag reset, RST. Ok. Donc là, on a fait la moitié, je pense. On a fait 50%. Il nous reste 1 heure. La machine est connectée, c'est bon. Je pense qu'il y en a pour... ouais, il va falloir que je... Ouais, je vais prendre mon temps. Si la vidéo fait 2 heures, elle fera 2 heures. Tant pis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est technique, c'est compliqué. On peut pas... Ça sert à rien d'aller vite là-dessus. Parce que c'est vraiment... Il faut comprendre tout ça. C'est vraiment les bases. Et c'est très, très important. Très, très important. Vraiment. Le scan de port, c'est la phase de reconnaissance. C'est la phase d'énumération. C'est vraiment la partie la plus importante même avant de passer au hacking d'une machine. Il faut savoir exactement quelle est la surface d'attaque. Et le seul moyen de détecter toute la surface d'attaque d'une machine, c'est de faire une bonne énumération de ports. Donc maintenant, on repasse au SYN-SCAN, mais on va voir, je pense, un petit peu plus en détail. Donc, on a vu avant un TCP scan en ST. Ok. Maintenant, on va voir la partie SYN. Je vous ai parlé, en effet, on parlait de SYN aussi, mais c'est une connexion classique. Donc, il y aura du SYN, forcément. Mais là, on va se focaliser sur un vrai SYN-SCAN. Donc, le vrai SYN-SCAN, en détail. Et c'est là, je vous parlais tout à l'heure, je vous disais, il y a des demi-ports ouverts. Et ça a dû vous paraître bizarre. Et je vous ai dit, on peut être plus ou moins furtif ou agressif sur la machine. Et on va générer du trafic réseau. On va générer ce qu'on appelle du bruit sur les communications. Et on va alerter la partie adverse. C'est jamais bon pour un hacker. On essaye d'être furtif le plus possible. Donc, comme tous les scans TCP, les scans SYN, donc SYN réflexe, quand on veut le lancer, c'est "-ss", sont utilisés pour balayer la plage des ports TCP, d'une ou de plusieurs cibles. Cependant, les deux types de scans fonctionnent légèrement différemment. Les scans SYN sont parfois appelés scans semi-ouverts,
Donc c'est ce qu'on disait, half open. Et certains sont appelés furtifs, stealth scan. Donc stealth scanning, c'est scan furtif. Et c'est ce qu'on privilégie en premier lieu. Donc lorsque les analyses TCP effectuent une prise de contact complète en freeway and check, les analyses SYN renvoient un paquet TCP RST, comme on l'a vu tout à l'heure, après avoir reçu un SYNAC du serveur, et cela empêche le serveur d'essayer à plusieurs reprises de faire la demande. En d'autres termes, la séquence d'analyse d'un port ouvert ressemble à ceci. Et là, vous avez la connexion. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On feinte le serveur. C'est pour ça qu'on parle de demi-ouvert. Quelle est la différence avec ce qu'on a eu en haut? Tout simplement, voilà une collection normale. SYN, le serveur répond SYNAC, hack, le client. La connexion est établie. Là, pourquoi on parle de demi-ouvert? Parce que là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? On drop. SYN, le serveur dit, ah, tu veux te connecter? Tiens, SYNAC. Et là, au lieu de faire le hack, on fait reset, RST. Et là, le serveur, il dit, ah, ok, bon, excuse-moi, je me suis trompé, je croyais que tu voulais te connecter. Et là, en effet, on voit bien SYN, SYNAC, RST. Donc, quel est l'intérêt, en gros, de faire ça? On va voir ces techniques, à quoi elles servent, en fait. Toute technique en hacking a des objectifs. On ne fait pas ça pour faire le beau. Il y a des choses qu'il faut comprendre, des concepts à assimiler. Donc, pour les hackers, pardon, je m'allume ma cigarette. Pour les hackers, ça présente énormément d'avantages. Il peut être utilisé pour contourner les anciens systèmes de détection d'intrusion, IDS, HDS, car il recherche une poignée de main complète en 3 étapes. Si on n'en fait que 2, il n'y a pas la 3e, et qu'on envoie un reset au lieu du SYN, là, le système est berné. Mais malheureusement, avec les nouveaux IDS modernes, maintenant, ils se font plus tromper, bernés par cette technique. C'est pour cette raison que les scans SYN sont encore souvent appelés des scans furtifs. Les analyses SYN ne sont souvent pas consignées par les applications qui écoutent sur les ports ouverts. Donc, si c'est pas consigné, ça veut dire qu'il n'y a aucune trace dans les logs. Si un administrateur système analyse les logs du réseau, il ne verra pas votre attaque. Vous serez furtif. Car la pratique standard consiste à enregistrer en fait une connexion une fois qu'elle a été entièrement établie. Là, comme on fait échouer la poignée de main en 3 étapes, on envoie notre paquet RST, elle ne sera pas consignée, puisque le logiciel de détection, de défense, part du principe que la connexion n'est pas établie. Donc ça peut être un avantage. Encore une fois, cela joue dans l'idée que les scans SYN sont furtifs, sans savoir à se soucier de terminer la connexion et donc de se déconnecter. Une négociation à 3 étapes sur chaque port. Les analyses SYN sont nettement plus rapides qu'une analyse TCP Connect standard. Il existe cependant quelques inconvénients au scan SYN, à savoir qu'il nécessite des autorisations sudo pour fonctionner correctement sous Linux. En effet, les scans SYN nécessitent la possibilité de créer des paquets bruts, par opposition à la négociation TCP complète, qu'on a vu plus en haut, qui est la SYN, SYNAC, SYN. Là, comme on fait du RST, on fait de la forgery, on appelle ça du packet crafting, on va créer des paquets réseau malicieux. Ça s'appelle du packet crafting. C'est toute une partie du réseau qui est militarisée en fait. On va prendre une requête classique, on va la modifier pour la rendre malicieuse et permettre de pirater la machine ou de faire des choses qui, en théorie, ne sont pas possibles. Donc ça, on va crafter, on va forger des paquets réseau malicieux. Donc pour ça, il faudra utiliser sudo. Donc pour rappel, sudo utilisateur root. Donc les services instables sont parfois interrompus par les scans SYN, ce qui pourrait s'avérer problématique si un client a fourni un environnement de production pour le test. Dans l'ensemble, les avantages l'emportent sur les inconvénients.
Pour cette raison, les analyses SYN sont les analyses par défaut utilisées par Nmap si elles sont exécutées avec les autorisations sudo. Si c'est exécuté sans les autorisations sudo, Nmap utilise par défaut l'analyse TCP Connect qu'on a vu un peu plus en haut. Donc lors de l'utilisation d'une analyse SYN pour identifier les ports fermés et filtrés, les mêmes règles que celles que l'analyse TCP Connect s'appliquent. Si un port est fermé, le serveur répond avec un paquet TCP Reset, RST. Si le port est filtré par un pare-feu, le paquet TCP SYN est soit abandonné, soit usurpé avec une réinitialisation TCP. À cet égard, les deux scans sont identiques. La grande différence réside dans la manière dont ils gèrent les ports ouverts. Les scans SYN peuvent aussi être mis en œuvre en donnant à Nmap les capacités, donc on en a plusieurs, mais on a cap underscore net underscore row, on a capnet, ils sont là, capnet admin, on a capnet bind service. Cependant, cela ne peut pas permettre à de nombreux scripts NSE de s'exécuter correctement. Donc il va falloir trouver le juste équilibre en fait. Est-ce qu'on bidouille pour parvenir à nos fins et ça risque de compromettre notre furtivité? Est-ce qu'on bidouille mais on risque malheureusement de faire planter certains de nos scripts? Et est-ce qu'on tolère certains types de scans et malheureusement ça peut faire planter la machine en fait. Donc si vous attaquez une machine en production, attention à ce que vous faites, hein. Faut pas faire n'importe quoi. Et si vous faites tomber une machine à cause d'un scan, eh ben si c'est une machine qui vous appartient pas, c'est considéré comme du piratage, hein. C'est 3 ans de prison, 100 000 $. À vous de voir. Donc attention quand vous faites les scans, faut pas faire n'importe quoi. Parce que on commence déjà, bien sûr c'est de l'énumération, bien sûr c'est de la reconnaissance, mais on commence déjà à la partie offensive, puisque vous avez un impact direct sur une machine, et vous pouvez la planter. Si elle répond mal, si les paquets réseau que vous forgez font planter le pare-feu, ou une partie sensible du réseau, eh ben la machine peut devenir indisponible. Et une machine de production qui est indisponible, pour le client, c'est une perte nette. Donc faites attention. Tout ça, il faut bien en avoir conscience et pas faire les choses en dilettant. Et donc Nmap utilise SYNSCAN. Oui, il peut, mais si vous utilisez sans le sudo, il n'aura pas les droits. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire un SYNSCAN, il va faire un TCP scan, comme si vous mettiez ST. Donc ça, pareil, faut le savoir. Donc c'est oui. Ah putain, mais il formule mal les phrases, ça m'énerve ça. Donc, comment vous expliquer? Oui, il peut, mais ça sera pas le même type de scan. Mais là, ce qu'il attend, c'est non. Parce qu'en effet, si on veut faire un vrai SYNSCAN, sinon on passe, on passe à notre TCP scan, TCP connect. Donc la réponse est non. Ouais, c'est un peu ambigu là. Donc c'est non. Autant pour moi. Mais ça marchera quand même. C'est ça que je veux dire. Si vous mettez pas les droits sudo, ça marchera quand même, mais ça sera un TCP connect au lieu d'un SYNSCAN. Donc là, on était sur du TCP. Donc vous vous rappelez, les TCP, là, on utilisait des segments pour scanner le réseau. Maintenant, on passe à l'UDP. L'UDP, c'est une autre technique. Et pour rappel, dans le TCP, c'est ce qu'on appelle des datagrammes. Donc, petite introduction. Donc contrairement à TCP, les connexions UDP sont stateless. Stateless, ça veut dire sans état. Cela signifie que plutôt que d'initier une connexion avec un va-et-vient, ce qu'on appelle le handshake, les connexions UDP reposent sur l'envoi de paquets à un port cible, en espérant essentiellement qu'ils feront le boulot. Cela rend UDP superbe pour les connexions qui dépendent de la vitesse plutôt que de la qualité.
Comme je vous ai dit, le partage de vidéos, c'est un bon exemple. Mais le manque de reconnaissance rend UDP beaucoup plus difficile et beaucoup plus lent à analyser. En effet, les paquets réseau qui se perdent ne sont pas renvoyés, comme en TCP. Il n'y a aucune vérification qui est faite. Le commutateur pour une analyse Nmap UDP, donc c'est S grand U, SU. Lorsqu'un paquet est envoyé vers un port UDP ouvert, il ne devrait y avoir aucune réponse. Lorsque cela se produit, Nmap fait référence au port comme étant ouvert ou filtré. En d'autres termes, il soupçonne que le port est ouvert, mais il pourrait être protégé par un pare-feu. S'il obtient une réponse UDP, ce qui est très inhabituel, le port est marqué alors comme ouvert. Le plus souvent, il n'y a pas de réponse, auquel cas la demande est envoyée une deuxième fois en guise de double contrôle. Il fait un double check, c'est ce qu'on appelle. S'il n'y a toujours pas de réponse, le port est marqué ouvert, filtré et Nmap continue. Et lorsqu'un paquet est envoyé vers un port UDP fermé, la cible doit répondre avec un paquet ICMP, un ping, contenant le message indiquant que le port est inaccessible. Cela identifie clairement les ports fermés, que Nmap marque comme tel, et il continue son opération de scan de port. Donc en raison de cette difficulté à identifier si un port UDP est réellement ouvert, les analyses UDP ont une tendance à être incroyablement lentes par rapport aux différentes analyses qu'on peut faire en TCP. Donc on parle de 20 minutes pour analyser les 1000 premiers ports avec une bonne connexion. Moi je sais que je peux mettre 1 heure à scanner une machine en UDP. Pour cette raison, il est généralement recommandé d'exécuter Nmap avec top port, donc l'argument top port qui est activé. Par exemple, on va faire une numérisation avec Nmap et faire un "-su avec T-top port 20. Ça va analyser les 20 ports les plus couramment utilisés. Donc ça, super utile, cette commande. Vous tapez top port 20, il vous fait les 20 ports les plus utilisés. Vous tapez top port 100, il va vous faire les 100 ports les plus utilisés. Donc, toujours top port et le nombre que vous voulez. Donc, pour rappel, les 1000 ports, ça peut mettre 20 minutes, ce qui est extrêmement long. Cela dit, les ports qui sont généralement occupés par des services bien connus, il enverra à la place une charge utile spécifique au protocole qui est plus susceptible de susciter une réponse à partir de laquelle un résultat plus précis peut être tiré. Donc, bon à savoir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si un port UDP ne répond pas à une commande, à un scan Nmap, comment il peut être marqué? Il peut être marqué, moi je dirais, comme filtré en fait. C'est ce qu'il nous dit là. Open, filter, ouvert, filtré. Donc 2 états. Et quand un port UDP est fermé, par convention, la cible nous renvoie port injoignable, un message de port injoignable. Et comment le serveur nous répond? Avec du ICMP Echo Request, donc du ping. ICMP, ça c'est le protocole. Et la technique c'est l'echo, c'est le ping. Ok, maintenant on va passer aux scans qui sont hors du commun. Il y a les scans communs et il y a les scans hors du commun. Ceux-là sont très spécifiques. C'est le nul, le fin et le Christmas. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les analyses de port TCP nul, fin et Christmas sont moins courants, utilisés que tous les autres que nous avons déjà couverts en fait. Donc nous entrons dans une... on va pas rentrer dans la profondeur parce que ça peut être extrêmement technique, mais on va voir quand même les bases de ces 3 composantes. Ici, donc tous les 3 sont liés et sont principalement utilisés car ils ont tendance à être encore plus furtifs et relativement parlants.
Donc, pourquoi on parle hors du commun? Parce que les TCP nuls fin Christmas sont moins couramment utilisés que les autres. Mais ils sont liés en fait et sont principalement utilisés car ils ont tendance à être encore plus furtifs. Donc, qu'un signe furtif. Donc un signe scan c'est très furtif, mais là ça va être encore plus furtif. En commençant par l'analyse des nuls. Donc comme son nom l'indique, les balayages nuls, donc -sn, se produisent lorsque la requête TCP est envoyée sans aucun indicateur défini. Conformément à la RFC, l'hôte cible doit répondre avec un RST si le port est fermé. Donc il fait son fameux reset. Et c'est ce qu'on voit. Là, on voit, il n'y a rien qui est spécifié. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas de d'UDP, il n'y a pas de TCP Connect Scan, il n'y a rien du tout. Et qu'est-ce que fait le serveur distant? Il fait OK, RST acknowledge. Donc ça, c'est le nul. Et en effet, pourquoi c'est nul? Parce qu'il n'y a que des zéros. Nul, c'est zéro en anglais. Et on voit qu'il n'y a aucune information qui peut être tirée à partir du header, du flags, qui est encapsulé. Toutes les informations qui sont encapsulées au niveau du flags. Et on voit bien 0, 0, 0, 0 en hexadécimal. 0. C'est pour ça qu'on appelle un scan nul. Donc ça, c'est extrêmement furtif. Le scan fin SF fonctionne à peu près de façon identique. Mais au lieu d'envoyer un paquet complètement vide, la requête est envoyée avec un flag qui s'appelle fin, si vous préférez. Et généralement, on utilise ce paquet réseau en fait pour signifier qu'on veut clore une connexion active au niveau du réseau. Encore une fois, Nmap s'attend à ce que un RST soit envoyé si le port est fermé. Qu'est-ce qu'on voit? Il envoie un fin. Si le port est fermé, on a RST acknowledge. Donc là, on voit, ça fait partie toujours d'un nul, sauf qu'à la fin, on voit le dernier bit, c'est 1. Alors qu'ici, on était en 00000. Et là, on le voit en effet, 0x001. Tout à l'heure, c'était 0x000. Donc on voit que la seule différence, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Note 7, note 7, note 7, juste à la fin, le dernier, il y a le fin qui est défini. Le reste ne sont pas définis. Dans le nul, tout est en note 7. Et enfin, on a notre sapin de Noël, le Christmas Scan, qui est un paquet TCP qui est mal formé. C'est pour ça qu'on parle de packet crafting, de forge de paquets malicieux. Et là, on attend une réponse RST sur les ports qui sont fermés. Et pourquoi on dit que c'est un sapin de Noël? Parce qu'il utilise différents flags, PSH, URG et FIN, pour donner l'apparence d'un sapin de Noël qui clignote quand il est vu par un paquet capturé. Si on utilise Wireshark pour le capturer. Et en effet, si on regarde là, on voit notre fin, PSH, urge, et ça répond toujours RST ACK. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le fin est bien 7, le push est également 7, et donc on a le push, et on a le urge. Le urge, il est où? Urgent, il est 7. Donc on voit les trois composantes. Fin, push, urgent. Urgent, push, fin. 7, 7, 7. Et là, brrrt, ça fait un peu sapin de Noël. Ça clignote. 1, 0, 1, 1, 0. Et qu'est-ce qu'on voit? 0x029 au niveau du flag. On voit qu'on a trois techniques différentes. Comme on vous a dit, elles sont plus furtives et elles permettront de faire certaines choses précises, naturellement, sur la machine. Donc la réponse attendue pour les ports ouverts avec ces analyses est également identique et très similaire à celle d'une analyse UDP.
Si le port est ouvert, il n'y a pas de réponse au paquet mal formé. Malheureusement, comme avec les ports UDP ouverts, c'est aussi un comportement attendu si le port est protégé par un pare-feu. Donc les analyses NUN, FIN et Christmas identifient uniquement les ports comme étant ouverts, filtrés, fermés ou filtrés. Donc il y a 3 états: ouvert, filtré, fermé et filtré. Si un port est identifié comme filtré par un de ces scans, c'est généralement que la cible a répondu avec un paquet ICMP inaccessible. Il est également intéressant de noter que dans la RFC 793, qu'on a vu tout à l'heure, elle exige que les hôtes du réseau répondent au paquet mal formé avec un paquet TCP reset RST pour les ports fermés et ne répondent pas du tout pour les ports ouverts. Ce n'est pas toujours le cas dans la pratique. En particulier, Microsoft Windows et de nombreuses périphériques Cisco sont connus pour répondre avec un RST à tout paquet TCP mal formé. Et on va pouvoir abuser de ça. Alors que le port mal formé, que le port soit réellement ouvert ou non. Donc on va pouvoir abuser de cette réponse. Il en résulte que tous les ports apparaissent comme étant fermés. Cela dit, bien sûr, l'évasion du pare-feu et de nombreux pare-feux sont configurés pour abandonner les paquets TCP entrants vers les ports bloqués. Qui sont l'indicateur SYN défini, bloquant ainsi les nouvelles demandes de lancement de connexion. En envoyant des requêtes qui ne tiennent pas compte du drapeau SYN, nous contournons efficacement ce type de pare-feu. Bien que cela soit bon en théorie, la plupart des solutions IDS modernes maîtrisent ces types de scans et ne vous fiez donc pas à 100% de leur efficacité lorsque vous travaillez avec des systèmes modernes. Donc, qui c'est qui utilise le Urge? Eh bien, le Urge, c'est le Christmas. C'est l'arbre de Noël. En effet, on voit ici Fin, Push, Urgent. C'est notre ami Christmas. SX. Donc, le nul, le fin et le scan, généralement, ils sont utilisés pour faire quoi? Ils sont utilisés donc c'est un paquet mal formé. De contourner les pare-feux en fait. Donc ça permet de faire, à quoi ça permet? Le nul, le fin, le XMAS, de faire du firewall, évasion, d'évader les pare-feux, de les éviter, de les contourner. Et donc, quel système d'exploitation a des chances de répondre à un nul, fin, XMAS avec une requête reset sur chaque port? Généralement, c'est Windows et c'est notre ami Cisco. Pardon. Il veut Microsoft Windows, je pense que c'est ça. Pardon. Donc voilà, j'espère que c'est clair. On verra plus en détail et comment les utiliser naturellement. Ça, c'est tout l'aspect théorique. Mais dans vos têtes, il faut bien que ça soit clair. Qu'est-ce qu'un TCP scan? Qu'est-ce qu'un syscan? Qu'est-ce qu'un UDP scan? Et ce hors du commun, beaucoup plus furtif, qu'on appelle les nuls, les fins et les Christmas. Maintenant, on va voir notre ami ICMP. Donc à la première connexion sur un réseau cible, lorsqu'on fait de la black box, donc black box pour rappel, c'est quand on fait des tests d'intrusion et qu'on se fait passer pour le pirate. On a tous les droits, on peut attaquer l'ensemble du périmètre de notre client.
Le premier objectif, c'est de mapper la structure réseau, comme je vous disais. Il faut comprendre la surface d'attaque. Il faut connaître les adresses IP, savoir quels sont les autres qui sont présents et quels sont les services qui sont actifs ou non. Donc on peut utiliser Nmap pour faire ce qu'on appelle un ping sweep. Le ping sweep, en gros, ça va envoyer des paquets ICMP à toute adresse IP sur un réseau spécifié. On va attaquer tout le réseau, pas qu'une adresse IP en fait. On va faire une attaque d'ampleur. Donc c'est important de connaître les sous-masques réseau, c'est important de connaître l'adressage. Qu'est-ce que de la classe A, de la classe B, de la classe C. Là par exemple on va parler en classe C. Parce que je vois tout de suite c'est 192.168.0.1 et sous-masque réseau c'est 24. Donc ça c'est classique. Vous sur votre réseau local, sur votre box, si vous faites cette commande, vous allez scanner toutes les machines qui sont connectées à votre réseau local. Donc le ping sweep, ça va demander en gros s'il y a une adresse IP qui répond ou pas. Donc on verra plus tard, c'est pas tout le temps très précis, mais ça permet déjà d'avoir une bonne base pour savoir qu'est-ce qu'on va couvrir ou pas. Est-ce qu'on va attaquer la machine ou pas. Donc le ping sweep, c'est SN. Et on peut utiliser en conjonction donc, des intervalles d'IP. Donc dans ce cas-là, on va utiliser notre hyphen, le tiret, ou on va utiliser le CIDR, la notation CIDR. Donc je vais vous montrer. Si on doit scanner sur le 192.168.0 quelque chose, soit on peut utiliser notre hyphen classique. Dans ce cas-là, on va faire un SN. On va commencer par le début. Et vous savez que le 192.168.0.0 n'est pas utilisable. Il est réservé. Donc on commence par 1. Et on scanne. Il y a 255 ports en classe C. On s'arrête à 254. Pourquoi ? Parce que le 250e port, c'est pareil. Il est réservé pour le broadcast. Donc, on peut faire ça, ou même résultat. Et là, on va faire le fameux tiret 24. Et ça, c'est ce qu'on appelle la notation CIDR. Donc, on verra ça un petit peu plus ample en détail. Donc, on fait notre SN tranquille. Ça va scanner les ports. Et on va se baser uniquement sur les paquets ICMP, des echo requests ou des requêtes ARP. Si jamais, donc Automatic Request Protocol, non, ARP, putain, excusez-moi, j'ai un doute. ARP, c'est sur un réseau local et c'est Address Resolution Protocol. Donc ça permet de connaître les différentes couches de liaison grâce à l'adresse MAC sur un réseau local ou typiquement sur un adressage IP VP4. Là, qu'est-ce qu'on voit? On est en 192.168.0.0. On est sur de l'IPv4. Donc, comment on peut faire un ping sweep sur un réseau en 172.16.0.0 XX avec un sous-masque réseau de 255 en utilisant Nmap avec la notation CIDR? Eh ben, on va faire Nmap. On a vu que l'argument c'est -sn. Ok. Ouais, comme ça. On veut quoi? Bah, scanner le sous-réseau et ça sera 172.16. On commence à partir de la première machine. 1. Et on va lui dire -24. Non. Là, on a un sous-masque réseau de 255.0.0 et là, on a... Bah... Qu'est-ce que tu... Ouais, pardon. Peut-être 0.0. Je te dis conneries. Donc là, notez. Là, on part de 1. Là, on part de 0, en fait. C'est l'erreur que j'ai faite. Toujours pas. Elle est bonne.
Donc ça, c'est un réseau américain. Les Américains, ils utilisent beaucoup ce réseau. Donc on va faire une recherche. 172, 16. Ouais. 0, 0. Ah, ça va être 0,18. Ouais, bon. Ouais. Ok, sur le réseau américain, c'est 18. Alors là, c'est pareil, il va falloir creuser, mais il faut que vous appreniez en fait les sous-masques réseau, les netmasks et les subnets. Ça, c'est tout ce qui est adressage IP. Donc on verra un petit peu, je pense que je ferai une leçon parce que c'est très compliqué. Enfin, très compliqué. Au début, c'est très compliqué. Et donc on va voir calculer. Bah voilà, il y a des, en fait, il y a des masques, des calculateurs de subnet en fait. Et donc si on masque à 16, voilà. Et là, vous voyez quand je calcule 172.16.0.0 avec un masque de 16, c'est bien ce qu'il nous demande. On a un net masque, un masque de sous-réseau qui est de 255.0.0. Alors je sais, ça va vous paraître du chinois, mais c'est pour ça que l'adressage en cidre, bah c'est ça. C'est 172.16.0.0-16. Donc je reviens pas là-dessus parce que c'est extrêmement complexe. Honnêtement, y a des gens qui font 3 ans d'études pour comprendre comment adresser un réseau et un masque de sous-réseau. Donc je ferai un cours, mais voilà. Qu'est-ce qu'on voit? L'Ethernet 0. Up, il est debout, mon interface fonctionne et elle est en broadcast, running et en multicast. Donc comment on communique sur le réseau? Donc unicast, multicast. Donc dans les réseaux informatiques, le terme unicast et multicast sont des méthodes de transmission de l'information. En unicast, monodiffusion, une station transfère l'information à une seule station réceptrice. En multicast ou multidiffusion, une station transfère l'information à un groupe de stations réceptrices intéressées. La différence clé entre unicast et multicast, c'est que unicast est une communication 1 à 1, tandis que le multicast, comme le broadcast, est une communication à plusieurs. Donc, unicast, on a un expéditeur et un destinataire. Multicast, on a un expéditeur, plusieurs destinataires. La communication, elle se fait point par point, ou end-to-end, ou un par un à un, pardon. Et multicast, un à plusieurs, naturellement. L'échelle, là, c'est pas bon pour le streaming, et ça, c'est pas bon pour les gros réseaux d'entreprise. Au niveau de la consommation de la bande passante. Donc, l'unicast multiplie et utilise plus de bandes passantes par rapport à multicast, et multicast utilise efficacement la bande passante. Et les exemples, surfer sur le web, transfert de fichiers, on sera plutôt en unicast, forcément, de machine à machine, et la bourse, livraison multimédia, etc., on sera en multicast. YouTube, c'est du multicast. Donc on voit bien, unicast, on a un expéditeur, le destinataire. Les autres ne captent pas les paquets réseau. Dans le broadcast, on va envoyer à tout le monde. Lui, il va récupérer les paquets réseau, lui, il va récupérer les paquets réseau, lui, il va récupérer les paquets réseau, en fait. Et en multicast, on peut avoir 2 destinataires en même temps. Et donc là, on va voir. Le multicast est une méthode de transmission d'informations où une station transmet le paquet aux stations intéressées seulement. C'est une méthode de communication à plusieurs. C'est un mélange entre l'unicast et le broadcast, où l'unicast envoie le paquet à une seule station, le broadcast envoie le paquet à toutes les stations, et le multicast n'envoie le paquet qu'à certaines stations sélectionnées dans le réseau. Des exemples de multicast sont la transmission de courrier ou la livraison multimédia.
Donc vous avez compris, quand c'est tout, c'est broadcast. Quand c'est plusieurs machines, c'est multicast. Quand c'est de machine à machine, 1 à 1, et pas 1 à plusieurs, c'est unicast. Voilà, ça c'est à retenir absolument. Donc maintenant, on va passer au script, les fameux NSE, qu'on appelle Nmap Scripting Engine. Donc moteur de script Nmap. Donc extrêmement puissant, ils sont couplés, additionnés à Nmap, et ça permet d'étendre encore les fonctionnalités. Pardon, putain, je parle à l'américaine. Donc les NSE, les scripts, ils sont écrits dans un langage de programmation qu'on appelle Lua, comme vous voulez, et qui peuvent être utilisés pour faire plein de choses. On peut scanner des vulnérabilités, on peut utiliser des exploits, contre ces vulnérabilités. Donc si on trouve une vulnérabilité, on a peut-être un exploit qui va permettre d'exploiter une faille. Et le NSE est en fait extrêmement utile pour faire de la reconnaissance. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir un petit peu le langage de scripting qui s'appelle le Lua, qui permet de faire de nouveaux scripts et de comprendre les différentes catégories. Donc on a la première partie, c'est safe, c'est sécurité. En termes de sécurité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne risque pas d'exploser la machine quand on va faire ce type de script. On ne va pas affecter l'état de la machine. Donc ce sont ceux qui sont le plus sûrs. Safe, sûr. Intrusif. Intrusif, ça porte bien son nom. Si c'est intrusive, c'est not safe. Ce n'est pas sûr. Il y a de fortes chances que ça puisse modifier l'état de la machine. Ça peut la faire cracher, ça peut la faire planter. Ensuite, on a vulnérabilité. Ça permet de scanner des vulnérabilités. Ensuite, on a exploit. Exploit, c'est pour exploiter les vulnérabilités qu'on pourrait trouver. Ensuite, on a auth. Auth, c'est authentication en anglais. Et ça permet de contourner les authentifications pour certains services. Imaginons qu'on puisse se connecter à un serveur FTP de manière anonyme. Brute force. Attaque par force brute. Ça va tenter du brute force sur des mots de passe. Des brute force au niveau des mots de passe, sur les services qui peuvent tourner sur la machine. Ensuite, on a tout ce qui est découverte, discovery. Donc ça, on va tenter de faire des requêtes sur les services qui sont en train de fonctionner sur la machine après une phase d'énumération, et on va pouvoir, par exemple, avoir de plus amples informations sur le réseau. Par exemple, on va pouvoir faire des requêtes sur un serveur SNMP et peut-être récupérer, par exemple, des adresses mail. Donc, il y a une liste plus exhaustive que je vous mettrai dans la description, et ça nous renvoie vers Nmap. Nmap, l'œil qui voit tout. Donc, on en a un paquet, et on verra un petit peu. Donc, la dernière version d'Nmap, c'est la 7.90, et si on revient au niveau des scripts, on a énormément de trucs. Donc, peut-être un jour, je vous ferai une vidéo sur tout ça. Mais on peut faire même des attaques de déni service, denial of services, donc du DOS. On peut faire du fuzzer, on peut faire de l'intrusive, on peut faire du malware. Il y a énormément de trucs. Donc vous voyez, il y en a un paquet. Franchement, vous pouvez vous amuser. Là, vous avez de la lecture, les enfants. Mais revenons à nos moutons. Donc le langage de programmation, c'est le Lua. Et vous verrez beaucoup de scripts dans Kali qui sont codés en Lua. Et donc, quelle catégorie de script peut être une très mauvaise idée à exécuter sur un environnement de production? Pour moi, c'est les not face, donc c'est les intrusive. C'est les plus dangereux. Ensuite, on va voir comment utiliser ces fameux NSE. Donc, brièvement, je vous avais dit au tout début, quand on veut utiliser un script, on utilise la commande -script. C'est le switch, le flag, pour activer les scripts NSE. Par exemple, on peut utiliser vuln avec -script est égal à vuln. Donc, les autres catégories, c'est pareil. Je veux intrusive, je fais -script égale intrusive.
Ou je peux utiliser tirer égale safe, par exemple. Et donc là, je sais que je vais utiliser uniquement des scripts qui sont sûrs, qui ne risquent pas de planter la machine. Donc, pour exécuter un script, soit on utilise le nom d'un script, pour utiliser un script spécifique. Parce que là, on parle de catégories. Tout ça, dans ces catégories, il y a énormément de scripts. Il n'y en a pas qu'un. Après, on peut utiliser, si on les connaît par cœur, de tête, on peut faire un appel vers un script en utilisant la commande script plus égale plus le nom du script. Un exemple, je veux utiliser HTTP File Upload Exploiter. Donc pour exploiter un serveur HTTP via l'upload d'un fichier malicieux, je ferai --script égale plus le nom du module. Le script, s'appelle http-file upload-exploiter. On peut également lancer de multiples scripts en les séparant par une virgule. Là, en l'occurrence, on fait un enum user, virgule, et ensuite on va faire un smb enum sharp. Donc certains scripts demandent des arguments, des flags, des switches. Par exemple, credential, si vous exploitez une vulnérabilité qui a été authentifiée. En effet, si vous essayez de faire des attaques de brute force sur des mots de passe ou sur une liste d'utilisateurs, il va falloir la fournir. Soit vous allez fournir un argument unique. Je vais demander par exemple l'utilisateur Bobby et je vais lui demander de forcer le password qui sera Bobby23, ou je vais pouvoir faire des word lists et demander cette fois-ci une liste d'utilisateurs et d'utiliser une liste de mots de passe. Donc tout ça, ça peut être donné via les arguments script et ensuite les arguments ARGS. Donc on verra qu'il y a plein de switches. Encore une fois, je vous renvoie vers le man et un exemple. Ça peut être HTTP put, donc il y a un script qui est utilisé pour uploader des fichiers en utilisant la méthode put. Donc on a du get, on a du post, on a aussi une méthode qui s'appelle put en programmation. Et donc ces deux arguments, on a l'URL du fichier à uploader et on a la localisation du fichier sur le disque du hacker. Comment on va faire ça? Nmap, -p, je veux le port 80, je veux utiliser un script, -script, http je vois pas pourquoi là il n'y a pas le égal, ça me surprend un peu, mais bon, partons du principe. Et ensuite, on va faire script-argument pour lui dire qu'on veut plusieurs arguments. On veut l'http.url avec la localisation, et ensuite http.file et l'endroit où se trouve notre fichier. Là, c'est à la racine de l'ordinateur. Et il va exécuter quoi? Shell PHP sur l'ordinateur distant. Donc ça permet d'uploader des virus sur un serveur en HTTP, donc sur le port 80, un exemple. Donc tous ces arguments sont séparés par des virgules et connectés au script correspondant via des points. Là par exemple j'utilise le nom d'un script, point, l'argument. C'est ce qu'on voit ici. On fait un http.url. Donc ça, on voit comment on peut combiner à la fois les variables, à la fois les scripts pour avoir une efficacité maximale. Donc les script Nmap ont également des menus d'aide qui sont disponibles et vous pouvez accéder à ces menus en faisant la commande Nmap script. Là cette fois-ci c'est pas script arg, c'est script help et le nom du script. Donc ça peut être utile. Quand on travaille en local, on peut récupérer d'informations. Bien sûr, vous n'aurez pas autant d'informations que sur le site de Nmap ou en faisant un man Nmap. Donc, quel argument optionnel on peut utiliser avec ftp anon.nse?
Ah, max list, pardon, je l'avais pas vu. C'est ça qu'il veut? Max list? Non. Ok. Donc en effet, on voit que l'argument, il est bien séparé par un point. Comme il nous disait, vous utilisez le nom du script et l'argument. Le script s'appelle FTP Anon. Le NSE, c'est juste l'extension. On s'en fout. Et l'argument, on voit que c'est FTP Anon. Notre argument. L'argument, c'est maximum list. Donc, le nombre maximum de fichiers qui peut être retourné dans le listing au niveau de l'arborescence. Par défaut, c'est 20, mais ça peut être illimité si on active le verbe, donc -v ou -vv. Et on peut utiliser un chiffre négatif pour désactiver en fait la limite, ou 0 pour ne pas lister faire le listing en fait, entièrement. Donc c'est bien de savoir utiliser les scripts dans Nmap, mais maintenant il faut savoir trouver ces scripts, comment on fait. Donc on a deux options qui devraient être utilisées en conjonction les uns des autres. Le premier, c'est d'aller sur le site Nmap, que je viens de vous montrer, et qui contient la liste de tous les scripts officiels. La seconde, c'est au niveau de votre sauvegarde locale, sur votre machine Kali Linux, en fait, Nmap enregistre tous les scripts Linux à un endroit qui s'appelle user share script. En effet, copier. Je peux faire voilà, pardon, j'ai mis un slash. Voilà, donc on voit tous les scripts dans user share Nmap et il y en a plein. Donc vous voyez qu'il y en a un paquet. Voilà. Donc à partir de là, tout ça, ce sont les scripts que vous pouvez utiliser dans NSE. Donc vous voyez qu'il y en a un paquet qui permettent de faire différentes choses. D'accord. Et on peut faire appel. D'accord. On peut faire appel à une base de données en fait qui s'appelle scriptdb, qui est un fichier avec contenant tous les trucs. Donc si je fais un file, je vais aller dans cd, ok, là je fais un file scriptdb, ok, il nous dit que c'est du texte ASCII, donc c'est un fichier de texte. Et maintenant, si je fais un head pour afficher notre script, voilà, on a toutes les entrées, safe, unsafe, intrusive, et on peut aller requêter directement dans le fichier, grosso modo. Donc Nmap utilise un fichier pour garder une trace et utiliser les scripts dans son moteur de scripting, et on peut utiliser grep naturellement pour chercher d'autres scripts. Par exemple, si je fais grep ftp user scriptdb, là je vais chercher tout ce qui concerne la partie FTP. Voilà. Et on retrouve notre FTP anon. Et à chaque fois il nous dit authentification, c'est de l'authentification, c'est par défaut et il est safe. Là vous savez par contre brut, c'est attaque force brute et c'est intrusif, ça risque de péter la machine. Là c'est de l'intrusive et on va détecter des vulnérabilités. Donc vous voyez comment vous pouvez aller requêter dans ce script qui se trouve tout le temps dans user share nmap scriptdb. Très utile. Vous vous en servirez tout le temps. Donc c'est ce qu'on a fait là. Et une deuxième façon, une deuxième voie pour trouver et rechercher ces scripts, c'est d'utiliser la commande ls. Maintenant, vous savez l'utiliser. Je vous ai montré ls-l, mais on peut mettre aussi une ressource derrière. On peut faire ls-l, ça c'est un truc. Mais là, je vais faire ls-l, pardon, et je lui demande de chercher tout ce qui est FTP. Je suis déjà dans le répertoire, j'ai pas besoin de mettre le reste. Et là, on voit qu'il me le trie. Tout le temps avec des wildcards. Donc, wildcard,
ça commence, finit par FTP. Ça commence par FTP. Donc je peux chercher, ou je peux chercher par exemple brut. Bam, j'ai tous les brutes force. Je peux chercher vuln. Toutes les vulnérabilités. Bim, j'ai toutes les vulnérabilités. Donc vous avez compris un peu le principe, j'espère. Et encore, donc on peut utiliser les astérix, ce qu'on appelle les wildcards en anglais, donc de chaque côté de la recherche. N'oubliez pas. Sinon, grosso modo, ça, je vais chercher le terme FTP. Mais sinon, comment vous dire, c'est comme ça généralement que ça fonctionne. Ça permet de dire soit ça commence, soit ça finit, soit c'est compris dedans. Là, avec le LS, vous pourrez faire que cette méthode. Mais avec le find, ce que je vous ai dit marche bien. Soit vous chopez le début, soit vous demandez par exemple la fin. Donc, on continue. Installer des nouveaux scripts, donc c'est possible. Il y a plein de scripts qui sont présents sur le site Nmap. Et le meilleur moyen, c'est de faire un sudo apt update, sudo apt install nmap pour être sûr que tout est bien installé. Ou sinon, on peut carrément faire un sudo wget 0 share avec le nom du script et lui demander en fait de télécharger tous les scripts qui sont présents ou un script en particulier et de le placer automatiquement dans le user share nmap script dans ce répertoire pour qu'il soit ajouté. Et après, on va faire la commande nmap script update db. Là, ça va mettre à jour le fichier de base de données, qui est en fait un fichier texte ASCII, donc script db. Donc comme ça, on peut mettre à jour et ajouter de plus en plus de scripts. Donc tout ça, ouais, comme il vous dit, c'est vraiment, apprenez l'UA, ça vous fera, c'est vraiment un langage de programmation en hacking qui vous servira. Parce qu'il y a beaucoup d'outils qui utilisent soit le Perl, soit le Python, soit le Lua, soit le PowerShell, soit le Bash. Donc tous ces langages, il faudra les apprendre. Ça viendra avec le temps. Donc si on doit rechercher un script SMD qui est présent là-dedans, comment on peut faire? Quel est le fichier du script qui détermine l'OS et le serveur SMB? Eh ben, on va faire une recherche. Et là, je vais lui demander SMB. Et là, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'OS et le SMB. À mon avis, c'est celui-là. Découverte de l'OS. Et donc, il dépend de quoi? Il dépend de quoi? C'est une bonne question. Il dépend de... Donc il me l'a mal formé. Mais si je fais SMB, qu'est-ce qu'il me trouve? On va essayer de comprendre. Alors, donc c'est du Lua et ça dépend de quoi? SMBOS Discovery, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Local, SMB. Je comprends pas le sens de la phrase là. Catégorie dépendance à SMB brut.
Ouais, c'est bien ça. Ok. Donc on voit bien ici, dépendance. Donc voilà comment on peut aller requêter, comment on peut faire un cat pour voir exactement ce que fait le script. Bien sûr, il faut comprendre un peu le langage de programmation, l'UA. Voilà. Maintenant, on va voir tout ce qui est évasion du pare-feu. Donc comment on peut évader, faire de l'évasion et grosso modo contourner les pare-feux. C'est ça l'évasion. Concrètement, l'évasion, c'est des techniques qui vont permettre de tromper, berner le système d'exploitation, les systèmes de défense, pardon. Excusez-moi. Donc, nous avons déjà vu quelques techniques pour contourner le pare-feu. Pensez au scan furtif, mais aussi au scan nul, fin et Christmas. Cependant, il existe une autre configuration de pare-feu très courante qu'il est impératif de savoir contourner. Votre hôte Windows typique avec son pare-feu par défaut bloquera tous les paquets ICMP. Cela pose un problème non seulement ici, parce que nous utilisons souvent le ping pour rétablir manuellement l'activité d'une cible, mais Nmap fait la même chose par défaut, ce qui signifie que Nmap enregistrera un hôte avec cette configuration de pare-feu comme étant mort en fait, et ne prendra pas la peine de le scanner du tout. Nous savons donc un moyen de contourner cette configuration. Nmap fournit en effet une option qui s'appelle PN. PN qui dit à Nmap de ne pas se soucier d'envoyer une requête de ping à l'hôte avant de le scanner. Cela signifie que Nmap traitera toujours l'hôte cible comme étant en vie et pas mort. Donc on part du principe qu'il est en ligne. Et ça va permettre de contourner efficacement le bloc ICMP. Cependant, cela se fait au prix d'un temps potentiellement très long pour terminer l'analyse. Si l'hôte est vraiment mort, Nmap sera toujours en vérification et en double vérification de chaque sport spécifié. Donc là, ça peut mettre des heures. Il est à noter que si vous êtes déjà directement sur le réseau local, Nmap peut également utiliser des requêtes ARP pour déterminer l'activité de l'hôte. Il existe une variété d'autres commutateurs que Nmap considère comme utiles pour éviter les pare-feux. Mais on ne les détaillera pas ici, on verra ça plus tard. On les trouvera, je vous mettrai également en description une liste de commutateurs qui est très couramment utilisée pour contourner les systèmes. On a le "-f" qui permet de fragmenter les paquets, de les découper en petits morceaux, ce qui les rend moins susceptibles d'être détectés par le pare-feu ou par les systèmes de protection, les IDS. Une alternative à F, c'est de choisir le MTU. Le MTU, c'est au niveau de la taille des paquets. Généralement, notre MTU il est réglé sur 1500. On peut jouer là-dessus pour accepter une transmission, une taille d'unité de transmission des paquets qui est envoyée. Donc ça doit être un multiple de 8. On peut aussi utiliser scan delay avec le temps en millisecondes qui va ajouter un délai entre les paquets envoyés. En effet, si on voit que le network et le réseau est instable, on peut contourner les pare-feux et les IDS, surtout qui nous détectent le triggering, en temporisant. Plus on va envoyer des paquets lentement, plus les systèmes de firewall risquent de ne pas intercepter la communication. A l'inverse, plus l'attaque fait du bruit et est violente et s'enchaîne séquentiellement, plus il y a de chances que les pare-feux et les IDS détectent notre attaque. Et enfin, il y a la mauvaise somme. Bad sum, ça permet de faire donc, pour vérifier l'intégrité, en fait, en somme mathématique, on fait un checksum. On vérifie la somme. Si la somme est bonne, l'intégrité des paquets était effective. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on a perdu. Les paquets sont perdus en cours de route. L'information est morcelaire et fragmentaire. On n'a pas l'intégralité des paquets. Donc dans toute couche TCP, en fait, on peut, comme je vous disais, dropper un paquet pour qu'il soit abandonné ou le rerouter. Mais le pare-feu peut potentiellement répondre automatiquement en fait à ça sans vérifier le checksum. Et donc, on peut utiliser un switch qui détermine la présence ou non
du pare-feu, la machine. Donc, quand on utilise PN, donc on a vu, ça permet de contourner les pare-feux. Donc ça, c'est ça. Ça bloque les paquets ICMP. Et donc, quel switch Nmap, quel paramètre Nmap nous permet d'envoyer des longueurs de données aléatoires arbitraires à la fin des paquets. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est pas BATSUM, ça serait trop simple. Donc on va faire Nmap. Pardon, je veux le manuel de Nmap. Et je vais faire un grep et je vais lui demander aléatoire. Aléatoire. Trouve un. Ok. Randomize host. Donc vous voyez, utiliser grep, utiliser man, c'est vachement fonctionnel. Non, bah c'est pas le bon. Donc c'est quoi? Data length, longueur de données. J'avoue, celui-là, je l'ai jamais utilisé. C'est bien ça. Donc là, vous voyez que quand bien même je vous fais le cours sur le réseau, j'utilise des commandes qu'on a appris. Donc si vous n'êtes pas au courant de toutes ces commandes, le grep, le man, et j'en passe des meilleurs, allez voir mes vidéos Linux CLI pour les nuls, partie 1, 2 et 3. Je vous redirige, puisque on est en train de monter en puissance. Vous ne pourrez pas comprendre le contenu de mes futures vidéos si vous n'avez pas vu les précédentes. Je suis désolé, c'est comme ça. À moins que vous ayez déjà toutes les bases. Et dans ce cas-là, c'est tant mieux, c'est parfait. Donc, on va conclure. On va passer à l'aspect pratique. Pourquoi pas. Donc, on va passer à l'attaque de la machine, à proprement dit, et on va voir comment on peut lui régler son compte. Et on va mettre en pratique. Donc là, il nous demande la 208.82, est-ce qu'elle répond au paquet ICMP? Comment on peut savoir ça? Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? C'était du TCP. Sin hack. Ok. Sin request. Là, on a vu du sin scan. Donc, comment on peut le savoir? Très simplement. Il n'y a même pas besoin d'utiliser Nmap. On va faire un ping. Et là, il va nous dire soit il répond, soit il répond pas. Là, qu'est-ce qu'on voit? Ah, qui me bloque au niveau du ping. Oh, il me saoule ce putain de truc. Sudo ufw disable. Donc j'ai bien mes règles réseau, qu'est-ce qui m'emmerde? Enable, disable. Ok, là tu passes en disable. Ah ouais, ok. Ok, donc je fais mon ping. Et là on voit que malheureusement c'est pas la panacée. Il a pas l'air de répondre à nos requêtes de ping, le salaud.
Donc, non. Donc, on va faire un scan Christmas. On revient sur notre Christmas. Je sais pas si vous vous rappelez. Mais pour faire ça, on se fait un SX. OK. Et on va définir les ports. Donc, on va prendre les 1000 premiers. C'est ce qu'il veut, je suppose. On the first. D'accord. OK. Donc, on va faire un sudo nmap. Donc là, je fais un Christmas. Il me faut absolument mon sudo nmap. Je mets mon adresse IP 10 10 208 82 et je mets mes paramètres que j'ai oublié, excusez-moi. Et là, on va lui demander quoi? SX. Et on veut quoi? Le port, on a dit 0 à 999. C'est parti. Donc il y en a 999. Puisqu'ils nous ont demandé de scanner les 999 autres, les premiers. Nous on en a scanné 1000, il nous dit qu'il y en a 1000 qui sont ouverts ou filtrés, et eux ils nous demandent 999, donc moins 1. Donc pourquoi c'est le cas qu'ils nous ont demandé, mais ça a marché aussi. Et en gros, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on utilise? Un Christmas. Moi j'ai fait un SYN attack, mais c'est pareil, il y avait 999 ports. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent? Eh ben, ils veulent le résultat. Et le résultat, qu'est-ce qu'on a vu? Ils nous disent, ouais, il y a 1000 ports qui sont filtrés à cause d'aucune réponse. No responses. Donc la réponse, c'était bien. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi on trouve 999 ports qui sont ouverts ou filtrés? Pour raison de non-réponse. Ensuite, il nous demande de faire un TCP SYN sur les 5000 ports de la machine. Comment je fais ça? Ben, je reviens. SS, je fais mon TCP SYN, pas de problème. Mais je vais mettre comme argument "-p" et je veux quoi comme port? Ben, je veux du port 0 au port 5000. C'est parti. Ok, je sniffe toutes les connexions sur l'Ethernet 0. Et là, bim, 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 qu'est-ce que je vois? SYN, SYNAC, SYN, SYNAC. Je me focalise sur quoi? Je vais me focaliser sur le TCP. Ok, tu m'affiches que le TCP. Et en effet, si je pose un peu, on voit tout ce qu'on a vu là-dedans. Le push, le hack, push, push, SYNAC. TCP sur le 443. 8052. Donc, si je reviens sur mon cours, qu'est-ce qu'on voyait? Ils veulent qu'on fasse du SYN scan. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit du SYN scan RST. Et sur le TCP. Donc, je vais me focaliser sur ma machine. On va prendre ma machine. Hop. On va trier par source. Et on voit les acknowledgements. Je vais supprimer tout. Voilà. Les acknowledgements. Les hacks. Et on peut trier aussi par information. Tous les hacks, tous les push hacks. Vous voyez qu'il y en a un paquet. Donc ça, c'est des données chiffrées. On ne peut pas les voir. Donc là, je suis en train de sniffer les paquets et voir un petit peu comment ça se passe. Donc, j'ai scanné pour vous
j'ai fait ma commande SS, je lui ai demandé les ports, donc -P 0-5000, et il y en avait 5 qui étaient ouverts. On reverra Wireshark, vous inquiétez pas, mais je vous ai montré comment on peut sniffer le réseau en temps réel. Et à la limite, on va voir si on peut exécuter le script sur la machine sur le port 21. Donc on va utiliser notre petit script. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On va terminer par là. Comment on peut utiliser notre script? Eh ben... Donc ça c'était la requête en base de données. Voilà comment utiliser notre script. Donc on va faire notre dernière attaque et utiliser FTP Anan. Donc comment je peux faire? Je clear. Donc sudo nmap. Là, qu'est-ce que je veux? Utiliser mon script. Il est égal à quoi? À FTP Anan. Et mon adresse IP. Et on va voir si on peut attaquer la machine. C'est sur dyslexique nmap. Ok. -PN pour... Parce que là, il répond pas au ping. Il bloque nos demandes de ping. Donc, on va faire un PN. Et je vais faire un VV pour que ça soit plus verbeux.